à l'écoute de Radio Guinée. Voici les titres qui seront développés dans un instant. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les populations à réserver un accueil chaleureux au président Alpha Condé ce jeudi. Le président de la République rentre fraîchement d'Addis Abeba où il a été désigné président en exercice de l'Union africaine pour un an. Aucun camion ne doit désormais sortir du port de Conakry dépassant plus de 11 tonnes. Des pèses et essieux ont été installés ce mercredi en application des décisions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les pays africains pourraient se retirer de la CPI. L'Union africaine soutient le retrait collectif des pays membres de la Cour pénale internationale. Plusieurs dirigeants africains dénoncent l'impartialité de l'institution judiciaire. Et puis l'Italie veut réduire le flux migratoire vers son territoire. Rome vient de créer un fonds de 200 millions d'euros pour certains pays africains en vue de renforcer les frontières extérieures de l'Italie. D'autres informations non titrées viendront compléter ce journal que vous présente Mohamed Touré. Makeme Bamba, Fakota Kande nous accompagne à la conduite technique. À l'entame de ce journal, un communiqué de la présidence. Après Addis Abeba, où il a pris part au 28e sommet de l'Union africaine et où il a été élu par ses pairs à la présidence de l'organisation continentale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, regagnera Conakry le jeudi 2 février 2017. Oui, ils sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'État-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Comme vous l'avez donc compris, le président de la République est attendu demain jeudi à Conakry en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. Addis Abeba, où il a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine pour cette année 2017. Pour l'occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les populations de la capitale à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Je propose d'écouter le général Mathurin Bangoura. Comme vous le savez, le 28e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba a été particulièrement marqué par la désignation du professeur Alpha Condé, président en exercice de la plus haute institution panafricaine. Cette juste reconnaissance à la République de Guinée est le fruit des efforts louables que le professeur Alpha Condé déploie pour l'émergence de notre pays depuis son avènement à la magistrature suprême en 2010. Cet exploit est aujourd'hui salué sur le continent par la communauté internationale et les Guinéens savourent leur fierté retrouvée. Pour saluer cette reconnaissance méritée, j'invite l'ensemble des citoyennes et citoyens de la ville de Conakry à sortir massivement ce jeudi 2 février 2017 pour accueillir dans la ferveur et l'allégresse populaire Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine. Les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs de secteur, les chefs de carré, les administrateurs de marché, les associations, les commerçants, les syndicats à prendre toutes les dispositions nécessaires conformément au programme du gouvernement pour conférer à cette réception un cachet tout particulier. Général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Kankan s'apprête aussi à recevoir le chef de l'État. À quelques heures de cette arrivée, la ville fait sa toilette. Oui, toutes les rues de Kankan sont aux couleurs rouge, jaune, vert. Pour la réussite de cet événement, 12 commissions sont constituées et travaillent d'arrache-pied. Le point avec Bangali Kondi.
Les 27 quartiers de Kankan respirent au rythme de la réception du président de la République le 5 février prochain. Du Grand Marché, en passant par le carrefour de Komarala Loisir jusqu'à Carfamoria, tout est aux couleurs du drapeau guinéen. Les femmes en petits groupes dans les lieux publics assainissent la ville. Dans les grands lieux de rencontre, les discussions sont centrées sur l'arrivée du président à Kankan. Babou Serif, responsable de la section RPG Arc-en-Ciel de Kankan. On est prêt pour recevoir le président de la République à Kankan. Tout le monde est prêt. Sigiri, Kourissa, Mangana, Terewane, Haute-Guinée. Inch'Allah, le dimanche, le 5, Kankan va sortir 45 000 personnes. Inch'Allah. Et les présidents aussi africains, on est content de ça, on est besoin. Au plan régional, 12 commissions ont été instituées autour du gouverneur pour définir les différentes tâches. Déjà, le premier responsable de la région salue la mobilisation de la Haute-Guinée autour de cette réception. Mohamed Garé. Unanimement ici, on a donné des quotas par préfecture, mais laissez-moi vous dire que les populations à ce niveau ont eu à dire non. Nous voulons venir tous. Nous avions des dettes vis-à-vis de M. le Président de la République. Il y en a qui vont jusqu'à 15 000 personnes à mobiliser. Nous savons que le stade qui est réservé pour recevoir M. le Président de la République ne pourra pas contenir tous ceux qui vont venir pour le recevoir. C'est pourquoi nous, les organisateurs, en collaboration avec la population, nous avons estimé qu'il fallait mettre Kankan en ébullition. Il faut que tous les grands carrefours de Kankan soient en effervescence. L'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine donne une autre couleur à la réception à Kankan. Kankan, Dangali Condé pour Radio Guinée. Justement, la rencontre de Kankan permettra de redéfinir le cadre de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. Selon le directeur national des mines, cette rencontre vise à amener les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale de l'or à échanger sur les nouvelles réglementations. Cela en vue de rendre le secteur plus rentable pour l'économie nationale. Fodé Belleté sera notre invité en fin de journal. L'École nationale de la santé de Tindo à Farana prépare la sortie de la 9e promotion. Déjà, cette école a formé plus de 1100 agents de santé qui sont en service dans les différentes structures de santé du pays. Aujourd'hui, cette école se trouve confrontée à un manque de salles de classe. Malgré cela, les agents formés dans cette école se distinguent toujours au cours des examens nationaux de sortie, ce qui réjouit le fondateur Moussa Kondé Tatavieux. Plus de précisions dans l'édition de 22h avec Hadia Kamara. Et puis, un autre communiqué qui vient de nous parvenir pour permettre aux enseignants nouvellement admis au concours d'entrée à la fonction publique de rejoindre leur affectation respective et se mettre à jour du programme pédagogique sans perturbation des cours pour les élèves et apprenants. Les ministres de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi donnent un congé à l'ensemble des enseignants et élèves des écoles et établissements publics et privés pour la période allant du mercredi 1er février à 18h au dimanche 12 février 2017 inclusivement. La reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national se fera le lundi 13 février 2017. Cette période exceptionnelle de congés anticipés sera rattrapée sur les congés du mois d'avril. Les ministres savent compter sur les différentes structures déconcentrées pour une exécution correcte et diligente des présentes instructions. Conakry le 1er février 2017 pour les ministres Damantan Albert Camara, Dr Ibrahima Kourouma. On continue donc ce journal. Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. La Guinée se conforme aux exigences de la CEDEAO et de l'UEMOA en matière de charges à l'essieu. On vous disait en Guinée, donc, la Guinée a installé ce 1er février, comme prévu, les pèse-essieux au port autonome de Conakry. Il s'agit de mesurer les poids des camions aux sorties donc des installations portuaires pour réduire les surcharges sur les routes qui sont les premières causes de dégradation du patrimoine routier. Aucun camion dépassant une charge de 11 tonnes ne sortira désormais du port autonome de Conakry. C'est la nouvelle réglementation appliquée à partir de ce 1er février. Pour la ministre des Travaux publics, cette mesure permettra de préserver nos routes. Oumou Kamara. En septembre 2016, tous les ministres de l'UMOA, plus le Ghana et la Guinée, se sont réunis à Cotonou et lors de cette réunion, des engagements ont été pris par rapport à l'application du règlement 14. Cette réunion avait pour but d'évaluer le niveau de mise
en œuvre ce règlement 14. Aujourd'hui, si la Guinée arrive à lancer cette activité, c'est une grande satisfaction pour nous. Les engagements de cette réunion de Cotonou étaient au plus tard le 1er février 2017, qui est aujourd'hui. Tous les pays membres doivent avoir leur port équipé des systèmes de paysage à l'issue. Et ce qui est fait aujourd'hui, cette activité a commencé aujourd'hui, donc la Guinée est en conformité et presque première par rapport aux autres pays qui étaient en retard par rapport à l'évaluation de la mise en œuvre du règlement 14. À partir d'avril 2017, toutes les autres plateformes, en dehors du port autonome, toutes les autres plateformes qui génèrent plus de 200 000 tonnes de fret par an doivent être munies du même système de paysage. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement de ces pèses essieux au port de Conakry. Mamadi Yula salue l'application de la mesure, mais il plaide pour sa sauvegarde pour le bien de tous. On l'écoute. Nous avons commencé ici au port autonome de Conakry avec l'inauguration d'un pèse essieu qui permet donc de vérifier que les camions qui sortent du port respectent la limite de 11,5 tonnes de charge à l'essieu. Nous venons de voir tout à l'heure l'expérience et nous pensons que ce premier pas sera suivi pour toutes les unités qui génèrent un fret supérieur à 200 000 tonnes par an. C'est ce que dit la réglementation. Nous espérons que très rapidement, nous aurons en Guinée un dispositif qui permet de protéger nos routes et donc de respecter bien sûr cette réglementation. Mais il est aussi important de lancer un appel aux usagers parce que c'est vrai, l'État fait beaucoup d'efforts dans la construction des routes. L'État fait encore ici des efforts pour veiller au respect de cette réglementation. Mais ceux qui utilisent la route, ce sont ceux-là aussi qui doivent faire preuve d'esprit de civisme pour s'assurer qu'on ne détruise pas notre propre patrimoine parce qu'un kilomètre de route coûte extrêmement cher. Nous lançons cet appel à tous les usagers de veiller à préserver notre patrimoine. Construire une nation, c'est aussi construire des routes, parce que la route est un élément dynamique de développement. Si nous ne pouvons pas construire, développer notre réseau routier, cela va freiner notre développement. C'était le Premier ministre Mamadi Yula. La crise d'essence perdure dans certaines stations de Conakry et à l'intérieur du pays. Hier, sur notre antenne, le directeur général des hydrocarbures rassurait que la crise allait diminuer avec la distribution du stock. Selon Zakaria Koulibaly, c'est une panne électrique qui serait la cause de cette crise d'essence. Il regrette cependant la thèse de la rupture. Il a même annoncé que le bateau allait accoster ce 1er février. En attendant, des files de véhicules sont toujours visibles dans les rares stations qui vendent l'essence. Les usagers de la route saluent le déguerpissement survenu sur la bretelle de Madina en passant par Bixine. En revanche, ils plaident pour que cette mesure soit élargie aux autres quartiers de la ville de Conakry. La police verte et la police routière demandent à la population de respecter les consignes du gouvernorat. Aboubakar Woulari. Rendre la circulation plus fluide aux usagers, c'est l'ambition qu'affiche le gouvernorat de la ville de Conakry, à travers une campagne de déguerpissement qui vient d'être lancée afin de neutraliser les embouteillages. Du stade du 28 septembre, en passant par le pont de Madina jusqu'au marché Avaria, le constat est pertinent, comme le témoignent ses chauffeurs et passants. On est très content de ce déguerpissement. Depuis ça a été fait, vraiment on marche librement, il n'y avait pas de tout d'empêchement, personne ne s'assoit. Les agents de service en place, ils ne brutalisent pas quelqu'un, ils travaillent comme le conseil donné. La police verte est en train de déguerpir de façon normale. Vous n'êtes pas sans savoir faire le parcours entre la banlieue et Kaloum, qui peut faire plus de 3 heures en route, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas et ces actions doivent être continuelles. Pour pérenniser cette initiative, le gouvernorat de la ville a déployé une police verte, une manière de renforcer la police routière. Mohamed Lamine Sissé, agent de la police verte, et capitaine Ibrahima Sourik Baldé, commissaire spécial de la sécurité routière de Matam. Depuis le premier jour, nous avons commencé à déplacer les marchands qui occupaient la chaussée. Les piétons, nous les obligeons à marcher le trottoir, libérer la chaussée. Mais c'est pas facile, c'est une question d'habitude. Nous les obligeons de libérer complètement la circulation pour que les véhicules passent librement. Les chauffeurs, souvent, c'est-à-dire, ils font la sourde oreille. Pour le moment, le déguerpissement est bien respecté ici. Mais c'est à partir de soir, quand les deux bois marchent en mur, on rencontre des difficultés, puis les piétons ne montent pas sur le pont. Ils traversent n'importe comment ici. En tout cas, cette initiative est saluée par les usagers qui demandent son élargissement aux autres quartiers de Conakry.
Autre chose dans l'actualité, des étudiants de la 7e promotion économie-finance de l'université Sophonia s'investissent dans l'assainissement de la capitale. Au nombre de 26 volontaires, ces étudiants sont réunis au sein d'une structure appelée Société d'expédition des ordures et de prestations. Ces volontaires collectent et évacuent des ordures ménagères dans le quartier Yimbaya Taneri. Ibrahim Sorissouma. L'assainissement de la ville de Conakry préoccupe autant les autorités de la ville que les associations de la société civile. C'est le cas de la structure Société d'expédition des ordures et de prestations CEOPRES en abrégé. Harriet Mara, chargée de la communication pour la structure, revient sur les raisons de cette initiative. Vu l'ampleur de l'insalubrité dans la ville de Conakry, donc nous sommes engagés pour pouvoir franchement contribuer à l'amélioration de l'hygiène de cette ville. Nous collectons les ordures des ménages et nous faisons également de la prestation. Par exemple, une institution a besoin de nous pour aller nettoyer. On peut faire ce genre de travaux aussi. Sur le terrain, ces jeunes diplômés sans emploi évoluent avec leurs moyens de bord, comme l'explique leur directeur général adjoint Ibrahim Tunkara. Pour l'instant, nous évoluons avec 3 sarrettes, quelques pelles, les prothèses nez, les gants, les boîtes, les tenues de travaux. Nous avons des manœuvres qui poussent les sarrettes des ménages directement vers le dépotoir du marché de Yimbaya Taneri. C'est le point de regroupement. Maintenant, le rôle devient à la mairie d'expédier les ordures. Pour donc réussir sa mission, la structure a besoin d'équipement, nous confie Ibrahim Tunkara. Le transport des ordures pose problème parce que nous n'avons pas les camions ni les motos à 3 cycles là. Nos moyens sont limités. Donc nous lançons un appel non seulement au niveau de l'État pour faire en sorte que notre capitale soit propre et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vraiment nous rendons un hommage à M. Almami Touré, chef de quartier de Yimbaya Taneri. Il nous a apporté des infrastructures pour que nous puissions vraiment évoluer sur le terrain. Pour rappel, la date de création de cette société d'expédition des ordures et des prestations remonte au mois de septembre 2016. Elle compte élargir ses activités dans les 5 communes de Conakry très prochainement, histoire d'appuyer les responsables de la ville dans leur politique d'assainissement. Nous allons dans les garnisons. Les membres du conseil d'administration des écoles nationales de la police et de la protection civile étaient réunis ce mercredi à Kagbele. Oui, c'était à l'occasion de la première session du conseil d'administration des écoles de Kagbele et de Kafilia pour l'année 2017. Ainsi, ils ont amendé, adopté et validé les plans d'action de fin 2016 et celui de 2017 qui s'inscrivent en perspective. Les plans d'action des écoles nationales de police et de protection civile s'élèvent pour l'année 2017 à près de 32 milliards de francs guinéens. Notre reporter Mori Kaba reviendra plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et puis 90 militaires stagiaires viennent de recevoir leur certificat. Ils viennent des 4 régions militaires du pays. Ces militaires stagiaires ont durant 6 mois de formation reçu des connaissances en artillerie sol-sol et sol-air. La cérémonie s'est déroulée au bataillon spécial d'artillerie du camp Alphawa Diallo. Caporal Cheikh Mohamed Ali Kondi. Cette remise de certificat technique numéro 2 CT2 intervient après 6 mois d'intense formation théorique et pratique en artillerie. Une formation qui regroupait 90 stagiaires repartis en 2 groupes pédagogiques. Mais c'est quoi le certificat technique numéro 2 artillerie? Colonel Mamadou De Kondé, commandant du groupement d'artillerie du bataillon spécial du camp Alpha Diallo. Les cours de certificat technique numéro 2 artillerie ont pour objectif de faire acquérir des connaissances techniques nécessaires aux sous-officiers détenteurs de ce certificat technique numéro 1 artillerie. Le stage présente la physionomie suivante. La première région militaire, 11 stagiaires. La deuxième région militaire, 10. La troisième région militaire, 10. La quatrième région militaire, 15. La zone spéciale de Conakry, 44 stagiaires. Les heureux récipiendaires se disent satisfaits des connaissances reçues durant ces 6 mois de formation. Stagiaire Moussa de Camara, j'ai un sentiment de satisfaction. Je remercie le commandement militaire et en particulier le commandement du groupement d'ATI et toute ma famille qui m'ont soutenu et début jusqu'à la fin de ce stage. Stagiaire Baham Korkat, désormais je suis détenteur du certificat technique numéro 2 artillerie. Une fois dans mon unité, je restituerai intégralement les connaissances acquises à mes frères d'armes qui n'ont pas eu la chance de venir sur le cours d'abord. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'armée engagée par le président de la République, commandant en chef des forces armées. La cérémonie de remise a débuté par une minute de silence à la mémoire de adjudant Mamadou Michel Camara, un des stagiaires décédé en quelques jours de la fin de la formation. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
nous écouter à Kagbele, Kenende. Merci, c'est dans Dubreka. Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. La suite de ce journal avec la page africaine Terre. L'Union africaine soutient un retrait collectif des pays membres de la Cour pénale internationale. La décision a été prise à huis clos lors du dernier sommet qui a pris fin hier mardi. L'organisation panafricaine recommande aux pays membres de renforcer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Plusieurs dirigeants du continent accusent la CPI de poursuites injustifiées. L'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi se sont retirés de la CPI au cours de l'année écoulée. En Gambie, 11 ministres ont prêté serment ce mercredi à Banjul. Oui, c'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Adama Barrow. Les principaux leaders de la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir ont été nommés. Le leader de l'opposition Ousseynou Darbo hérite du portefeuille des affaires étrangères. 7 postes ministériels doivent encore être attribués. Au Congo-Brazzaville, la famille et les avocats de l'ex-candidat de l'opposition André Okombi Salissa contestent les conditions de sa détention. Cet ancien ministre passé dans l'opposition est inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure et détention illégale d'armes de guerre. Il a été transféré jeudi dernier à la Direction générale de la surveillance du territoire intérieur où il se trouve toujours. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement italien a annoncé ce mercredi la création d'un fonds de 200 millions d'euros destiné à aider plusieurs pays d'Afrique afin de réduire le flux migratoire. Selon le ministre des Affaires étrangères italien, le fonds prévu donc par la loi des finances vise à éviter les départs des migrants des pays d'Afrique. Cette somme sera versée plus particulièrement à la Libye, au Niger et à la Tunisie pour être consacrée à la sécurité, aux équipements visant à renforcer les frontières extérieures de l'Italie. Un Tunisien a été arrêté ce mercredi en Allemagne pour un projet d'attentat. Oui, il est accusé d'avoir fondé une cellule terroriste dans le but de commettre un attentat. Selon le parquet allemand, la Tunisie n'a pas encore demandé le renvoi du suspect dans son pays, un sujet de tension souvent récurrent entre Berlin et Tunis. Et puis le décret de Donald Trump fait toujours couler des salives. Le Vatican est préoccupé après le décret anti-immigration et la construction du mur à la frontière mexicaine. La question a été évoquée ce mercredi au Vatican. Interrogé sur la mesure, le numéro 3 du Vatican a affirmé qu'on devrait être constructeur de ponts et non de murs. L'ancien secrétaire général de l'ONU se retire de la vie politique. Ban Ki-moon l'a annoncé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. L'ex-secrétaire général de l'ONU ne compte pas donc se présenter à la prochaine élection présidentielle en Corée du Sud, prévue en fin 2017. De nombreux observateurs lui prêtaient depuis longtemps l'ambition de postuler à la fonction suprême. Le ministre iranien de la Défense a confirmé ce mercredi un test de missile dénoncé par les États-Unis. Selon le général Hossein Dergan, cette action n'est pas en contradiction avec l'accord nucléaire. Ce test constitue plutôt la continuation du programme défensif de l'Iran. Et puis un mot de sport puisque les demi-finales ont commencé. La première demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a lieu en ce moment même sur la pelouse du stade de l'Amitié à Libreville. Elle met aux prises le Burkina Faso et l'Égypte qui sont d'ailleurs en ce moment même 0 but partout. Bakary Koné et ses coéquipiers s'attendent à une victoire à l'issue de cette rencontre. Une rencontre qui promet surtout quand on connaît la défense invincible de l'Égypte et son gardien, le vétéran Essam El Hadari, qui a empêché le moindre ballon de rentrer dans ses filets jusqu'à présent. La seconde demi-finale est prévue ce jeudi entre le Cameroun et le Ghana. Nous revenons pour parler de notre rubrique, pour la rubrique invitée du journal. Nous recevons aujourd'hui le directeur national des mines. Avec Fodé Bérété, nous parlons de la journée nationale des orpailleurs de Guinée. De quoi sera-t-il question? Quel est l'impact de ce secteur sur l'économie nationale? Et qu'est-ce qui va changer après la rencontre de Kankan? Fodé Bérété répond à toutes ces questions au téléphone avec vous, Amara Kamara.
Monsieur Fodé Béreté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Kankan depuis quelques jours pour la préparation de la journée nationale des orpailleurs. Qu'est-ce qui va être au centre de cette rencontre? Au centre de cette rencontre, il sera question, n'est-ce pas, de développer une vision d'un chef d'État qui a voulu apporter des réformes dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or. Quand on sait nombreuses conséquences dans tous les domaines, que ce soit social, environnemental et même dans le domaine humain, il a été constaté qu'il y a lieu vraiment d'intervenir le plus vite que possible. Donc, cette journée marque un tournant de notre vision de faire du secteur de l'exploitation minière artisanale un véritable levier de développement socio-économique durable à la base, garantissant bien sûr l'épanouissement des exploitants et des communautés, tout en assurant la préservation combien vitale de l'écosystème environnemental menacé. Est-ce qu'à ce jour déjà beaucoup de Guinéens travaillent dans l'orpaillage? Vous savez que l'exploitation artisanale de l'or est une activité séculaire en Guinée et dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest qui se perpétue de génération en génération. De nos jours, cette activité est devenue un problème de population. Maintenant, il y a des gens qui estiment à quelques 200 000 personnes qui travaillent dans l'orpaillage. Est-ce que vous avez une idée? Je vous avoue que c'est 3 fois, 5 fois plus que ce que vous imaginez. C'est tout un monde mobilisé pour venir se faire de la fortune. Est-ce que déjà au niveau du ministère des Mines, on arrive à capitaliser en termes financiers l'apport de l'orpaillage à l'économie nationale? Je voudrais vous signifier que l'orpaillage, depuis de nombreux mois, le gouvernement à travers le département des Mines et de la Géologie, sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, s'est appelé en mobilisant toutes les énergies, tous les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale de l'or, pour définitivement donner la plénitude à ce secteur à travers des réformes nécessaires à une exploitation plus rentable. J'ai eu récemment un acteur de la société civile qui me disait qu'eux ils travaillent à l'organisation de ce sous-secteur des mines, si vous le voulez bien, parce que ça apporte 300 à 400 millions de dollars à l'État par an. Est-ce que ça se confirme du côté des mines? Oui, on peut confirmer. Vous savez, l'autre problème, c'est que l'exploitation n'étant pas organisée, structurée. Alors, tout ce qu'on a comme vol, spéculation, si vous voulez, dans ce secteur, se sont donné rendez-vous. Au point que la production, personne ne peut vous dire aujourd'hui exactement quelle est la quantité en or que la Guinée exploite. Ces pertes-là profitent à qui? Aux pays voisins, parce que nos statistiques en souffrent et tout ce qui est sorti à la recherche du meilleur font que ces parties-là échappent à notre contrôle. C'est la petite quantité mobilisée à travers le BNE, Bureau national d'expertise de l'or, via Banque centrale. C'est cette petite quantité que nous maîtrisons en termes de statistiques, mais très loin de la réalité. Sinon, la production est à des dizaines de kilos par semaine. Quand on parle de toutes les zones concernées par l'exploitation de l'or, toutes les villes de la Haute-Guinée produisent de l'or. Lola produit de l'or, Beila produit de l'or, Mamou produit de l'or, tout comme Kenya et j'en passe. Comme la démarche est engagée aujourd'hui, d'organiser, structurer et réglementer cette activité, ça nous permettra d'avoir une vision plus claire dans cette activité, dans l'intérêt de nos populations d'abord et ensuite de notre économie, bien sûr. Donc on peut s'attendre à une organisation plus ou moins parfaite de ce secteur après les assises de Kankan. Oui, j'avoue que après l'appui de Kankan, on s'attend à une organisation très parfaite de l'activité qui va passer par d'abord l'annonce des grandes décisions majeures prises par l'eau, qui passe par la mise en place des textes réglementaires. Le premier, c'est un arrêté qui organise et réglemente l'activité. Le second texte, c'est un arrêté conjoint, non seulement qui réglemente, mais qui met en place les taxes et redevances applicables au secteur pour que désormais, qui convient, qu'il soit d'abord informé complètement de tout ce qui est pris comme disposition. Après, la vulgarisation qui va être tenue sur tout le terrain par nos cadres. Et ensuite, passer à un recensement systématique et intégral par catégorie professionnelle sur la conduite d'encadrement technique qui va être installé dans toutes les préfectures. Équipé avec les moyens logistiques qu'il faut pour accompagner nos frères orpailleurs désormais qui évoluent dans ce secteur-là. Et plus loin, il y a une banque, la Banque de développement du Guinée, qui promet accompagner les orpailleurs par des équipements qui seront mis à disposition à travers un protocole qui a été étudié par les parties prenantes. Entendez l'Union nationale des orpailleurs du Guinée, la banque elle-même et le ministère des Mines, pour que le protocole fasse l'unanimité de tout le monde et que la signature de ce protocole soit possible le jour de la tenue de la journée nationale des orpailleurs sous la haute présidente demain du chef de l'État à Kankan. Merci bien, monsieur Fodé Béreté. C'est moi qui vous remercie.
Merci bien, messieurs. C'est avec notre invité que prend fin cette édition d'information mise en onde par Fatoumata Kandé. Merci à Al-Gassim Baldé et Aïcha Touré pour l'assistance. Mohamed Bassouma Tessema à la réalisation, sous l'œil vigilant d'Amara Kamara. À la présentation, Mohamed Touré. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention. Gardez le sourire. Le meilleur reste à venir et à rappeler que vous pouvez réécouter ce journal sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Merci à tous et nous disons au revoir. Et à lundi. À lundi, à la semaine prochaine. Au revoir.